si toi demain tu avais une imprimante, comment tu te placerais justement pour avoir ce genre de contrat? Qui est en fait le décideur sur ce genre de projet? Alors effectivement, ce serait peut-être pas l'archi. Peut-être s'adosser à un menuisier. Généralement, c'est le menuisier qui a la signalétique. Alors moi je vais être franc avec toi. Quand on parle des architectes, je fais ok, c'est très bien de vouloir développer du business avec des architectes, mais je trouve ça trop long. Faut pas compter dessus demain ni après-demain. T'es un peu comme les personnes qui regardent cette vidéo, tu viens de te lancer à ton compte aussi. Qu'est-ce qui toi t'a fait donner le déclic de devoir passer indépendant? Je commence à avoir un réseau de bureaux d'études, d'entreprises. Kiavik, le podcast, 3e épisode. Alors je vous rappelle que le concept ici sur YouTube avec les podcasts de Kiavik, c'est d'être une source d'information pour vous qui voulez vous lancer dans l'impression murale. Après, bien, vous pouvez aller voir n'importe quel distributeur, comparer les offres. Au moins, ici, dans le podcast de Kiavik Vertical Print, vous allez retrouver plein d'infos sur les apporteurs d'affaires, sur le business, sur la technologie, etc., etc. Donc n'hésitez pas à consulter l'ensemble de nos podcasts et de vous abonner à la chaîne justement pour voir des témoignages clients ou justement des podcasts où on parle du business global de l'impression murale. Et cette semaine, je suis vraiment super content parce qu'on va recevoir un architecte. Et croyez-moi, architecte, c'est la question qu'on me pose tout le temps. Est-ce que je peux travailler avec un architecte? Comment ça fonctionne avec un architecte? Eh bien, on va voir la réponse aujourd'hui grâce à Jérôme. Salut Jérôme. Salut David. Ça va? Ça va, très bien. Écoute, je suis vraiment très content de te recevoir. Alors, on va se dire tout de suite, on se connaît personnellement, nos enfants sont dans la même école, on va se faire ça relax entre nous. Pour moi, Jérôme, tu as un rôle vraiment super important. Je t'explique vraiment comment ça fonctionne. À chaque fois que j'ai des prospects au téléphone qui veulent se lancer dans l'impression murale, tous me disent « Ouais, j'ai envie de travailler avec des décorateurs d'intérieur. » On va en parler après. Des architectes, bref, vraiment tous les corps de métier qu'on me cite, l'architecte ressort toujours. Donc pour moi, recevoir un architecte dans le podcast de Kiavik, c'était indispensable justement pour mettre peut-être les choses au clair, peut-être faire flipper les gens, mais au moins on mettra toutes les choses au clair. Jérôme, première petite question, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que l'imprimante murale représente pour toi à titre perso ou professionnel? Pour moi, ça a été une découverte quand on s'est connus, donc tu m'as présenté l'impression murale. J'étais assez bluffé par le rendu que ça avait. Et ça peut être des solutions, moi je le vois tout de suite sur quelques chantiers, peut-être plus sur du marché public, sur de la finition pour du particulier, plus en décoration d'intérieur, effectivement. Toi, tu vois pas ça comme étant la machine qui va remplacer l'humain? Non, c'est une solution qu'on peut apporter en plus et peut-être une autre offre qu'on pourra amener. Alors pour vous qui regardez ce podcast, on va rester ensemble pendant une vingtaine de minutes avec Jérôme. On va vraiment apporter des réponses à un point qui est vraiment, des points qui sont vraiment super importants. Vraiment la relation qu'on peut avoir entre le métier d'architecte d'intérieur et vous qui voulez sûrement vous lancer dans l'impression murale. Déjà Jérôme, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours? Parce qu'en fait, tu es un peu comme mes futurs clients qui regardent cette vidéo ou les personnes qui regardent cette vidéo, tu viens de te lancer à ton compte aussi. Pour faire simple un peu mon CV, j'ai été diplômé en 2009 de l'école d'architecture et 2011 de l'Institut d'urbanisme, parce que je suis également urbaniste. Et j'ai passé une habilitation à la maîtrise d'œuvre en 2016 et après avoir exercé pendant maintenant 10 ans, pareil, je me lance à mon compte. Alors, tu étais salarié pendant 10 ans. J'étais salarié, voilà, dans des agences d'architecture où j'ai pu faire différents projets, différents programmes, différentes échelles, du particulier à de la promotion privée et même un peu de suivi de chantier et du marché public. Ce podcast est vraiment orienté entrepreneurial aussi énormément. Alors, qu'est-ce qui, toi, t'a fait donner le déclic de devoir passer indépendant, d'ouvrir ta boîte, de prendre ce risque de devenir entrepreneur? C'était quoi le déclic? Le déclic, il a mis du temps à se mettre en place. C'est peut-être avoir développé mon réseau. Parce que maintenant, ça fait 10 ans que je suis sur le bassin annécien et je commence à avoir un réseau de bureaux d'études, d'entreprises, même si j'en cherche encore. Bien sûr. Et l'envie, en fait, d'amener ma patte et développer, en fait, ce que je sais faire pour mon compte. Est-ce que c'est flippant de te mettre à ton compte au bout d'avoir été 10 ans salarié, et là, tu te mets à ton compte? Est-ce que c'est flippant? Complètement. Il y a des casquettes que je maîtrise, casquette d'architecte, casquette d'urbaniste, ça je maîtrise. Après, en me mettant à mon compte, il y a d'autres casquettes que je me remets sur la tête, que là je ne maîtrise pas, de la compta, de la prospection client, de la représentation et plein de choses qui freinent. C'est très drôle ce que raconte Jérôme parce que c'est exactement votre cas pour beaucoup. Alors nous, on a eu beaucoup de personnes qui se sont mis en reconversion, qui étaient peut-être salariés comme toi, qui sont lancés dans l'impression murale. On leur dit attention, c'est jouable, mais il y a beaucoup de casquettes qu'il faut maîtriser. En fait, c'est un peu comme toi, finalement, être architecte, c'est bien, savoir dessiner, c'est bien, avoir une vision, c'est bien, mais il faut être entrepreneur. Et ça, c'est vraiment la grosse priorité. On le rabâche nous tout le temps sur les réseaux sociaux. Avoir un coup de cœur pour l'imprimante murale
murale, je me lançais, je bossais. Ok, c'est très très bien. Mais ça, c'est comme toi aujourd'hui. Tu as donné, j'imagine, une vision à ton futur cabinet d'architecture avant de te dire je vais me lancer à mon compte. Exactement. Là, c'est ce que je développe en ce moment, c'est que je me fais une vision déjà sur la première année et une vision à 3-5 ans et savoir où je veux aller, quel levier je vais mettre en place pour y arriver. Et c'est hyper important. Comme moi, je parle souvent du levier d'apporteur d'affaires, là pour vous qui regardez le podcast. Le levier d'apporteur d'affaires, j'en parle en continu. Justement, on va en parler ensemble, Jérôme, du côté apporteur d'affaires. Peut-être entre architecte et imprimeur mural, il y a sûrement une synergie à voir. Alors, explique-moi un petit peu, brièvement, même si ça paraît simple, mais le métier d'architecte. Quel est ton taf? Quelles sont les étapes quand on te donne un projet? Alors déjà, c'est de le comprendre. On peut parler par exemple pour du particulier. Souvent, on a affaire à des personnes, c'est la première fois qu'ils font construire ou qui ont une extension, c'est un peu le projet de leur vie. Et nous, le premier but qu'on a, c'est de comprendre exactement ce qu'ils veulent, faire un programme. Après, ça va être de développer des espaces qui vont leur convenir, qui vont être adaptés. C'est vraiment presque de l'artisanat en fait. C'est-à-dire que chaque projet est unique, chaque client est unique et du coup, on modèle l'espace suivant leurs attentes. Alors, tu modèles l'espace, mais beaucoup, je pense qu'il y a une grosse confusion entre un décorateur d'intérieur et un architecte d'intérieur. Tu m'as dit quoi tout à l'heure en off? Architecte d'intérieur. Et architecte d'intérieur. Quelle est la différence entre un architecte d'intérieur et un décorateur d'intérieur? Alors, ça va se passer entre autres sur les tailles de projet. Par exemple, moi, je peux travailler sur tout type de projet. Si on est architecte d'intérieur, il y a certains projets, on ne va pas avoir accès. Ouais. Architecte reste un métier qui est réglementé. On a un diplôme d'État. Il y a l'ordre des architectes comme l'ordre des médecins. Il y a un ordre des architectes, exactement. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Malheureusement. Alors, je dis pas que les architectes font n'importe quoi. Que les décos d'intérieur. Que les décos, oui. On peut aussi être assez complémentaires. C'est-à-dire pour avoir déjà travaillé avec des architectes d'intérieur, moi, je vais vraiment modeler l'espace. Et l'architecte d'intérieur arrive un peu après ce que moi, je peux faire et va apporter peut-être un second souffle, va développer des matériaux, va développer d'autres choses qui vont être complémentaires à l'espace que j'ai pu créer par mes dessins. Et c'est là où justement tu peux peut-être souffler des idées d'imprimante murale ou autre. Comment justement toi en tant qu'architecte tu pourrais te placer en tant qu'apporteur d'affaires pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'impression murale? En fonction des attentes des clients, ça peut être leur dire moi j'ai cette solution en plus. Par exemple, le mur qu'on a là derrière nous, qui est fait en impression murale, c'est quelque chose qui pourrait être fait aussi en papier peint. Complètement. Et peut-être que sur un support qui n'est pas un mur propre, lisse, on peut imaginer par exemple sur un mur en triplis, donc en bois, qui a des aspérités, on peut proposer peut-être ce format d'impression murale. Exactement. Et tu soulèves un point important aussi, pour vous qui regardez, il faut bien comprendre une chose, c'est que, moi c'est perso, c'est esthétique, mais lorsqu'on laisse aussi vivre le matériel derrière, on vient imprimer par-dessus par exemple tu imprimes sur du béton, tu vois toujours les aspérités du béton ou du bois, c'est là où c'est magnifique, parce que justement tu vas pas couvrir comme un papier peint, mais tu laisses aussi le matériel vivre derrière et c'est là où c'est magnifique. Et c'est ça, c'est ton boulot d'archi justement, d'amener ce genre de solution à tes clients. Du moins le conseiller. Après, faut le vendre. Alors moi je vais être franc avec toi. Quand on parle des architectes, je fais ok, c'est très bien de vouloir développer du business avec des architectes, mais je trouve ça trop long. C'est super long. C'est-à-dire que quelqu'un qui se lance dans l'impression murale et qui veut passer un deal avec un architecte comme apporteur d'affaires, faut pas compter dessus demain ni après-demain. Ça peut être super long, peut-être 6 mois, 1 an, voire 2 ans avant peut-être de voir les premiers projets arriver. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est aussi long avec vous? Quel que soit le métier, que tu sois un artisan ou n'importe quoi, ça prend du temps. Tout simplement parce qu'en fait, ça prend du temps de faire notre métier. Parce qu'on a des temps d'études qui sont importants. La peinture, l'impression murale, c'est ce qui va arriver à la fin. La petite touche finale. Et comment entretenir une relation avec un architecte sans le saouler pour lui rappeler qu'on est là? Parce que c'est la vérité. Moi, j'ai plein de mes clients qui vont voir des archis, mais après ils les oublient. Enfin, parce que tous, vous avez tous la même réaction. Mais c'est génial vos trucs, on peut faire plein de trucs. Sauf que le temps passe, les projets passent, et ils oublient les prestataires d'impression murale. Le peintre, tu vas pas l'oublier, le carreleur, bref, tous les autres corps de métier artisans, tu vas pas. Mais comment entretenir avec une relation saine avec un archi sans faire du spamming non-stop et lui prendre la tête? Ouais, alors le spamming, effectivement, on risque d'en avoir marre très très vite. Je sais pas, peut-être une plaquette, c'est vrai que sur de l'impression murale pure, ça va être très ponctuel, c'est-à-dire qu'on va peut-être en avoir besoin sur un projet et les 5 autres derrière, on n'en aura pas besoin. Mais peut-être que si on a une plaquette, quelque chose, comme on peut avoir une matériothèque, nous, ce qu'on a, on peut retirer la plaquette au bon moment. Ou une matériothèque d'impression murale, on peut aussi la sortir. Voilà. Il y a des apporteurs d'affaires comme les peintres où c'est beaucoup plus facile, ils auront plus de volume rapidement
rapidement pour vous à vous proposer. L'archi, comme l'a expliqué Jérôme, il a raison, tout prend du temps, leur métier prend du temps, les permis, les dépôts, etc., les études, ça prend du temps. On ne dit pas que c'est mort, attention, il y a un potentiel énorme avec les archis. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. Il y a 2 ans, quand je faisais encore beaucoup de prestations, j'ai un archi via une boîte de signalétique qui nous a contactés. Ils ont rénové un immeuble complet sur 3 étages à Paris. Ok, ça, je sais plus combien de millimètres carrés ça faisait. Et au moment de faire la signalétique de l'immeuble, le client a pété un plomb parce qu'ils ont tout fait bien. Et là, c'était sur du crépi à l'intérieur. Du coup, la boîte de signalétique dit nous, on va mettre du plexiglas, on va mettre de l'autocollant par-dessus. Il fait non, si vous mettez du plexiglas, vous allez avoir de la perte de matière première. Il fait je veux être le plus possible RSE, éco-responsable. La seule solution qui était jouable pour eux, c'était d'imprimer directement sur le crépi avec l'imprimante murale. Et ce qui est fou, c'est que là, tu peux aussi nous l'expliquer, c'est que moi, ils n'avaient pas le budget pour. On arrivait, alors il y avait 112 points d'impression, on arrivait avec 14 800 € de budget. Ils n'ont pas réfléchi, on a eu la signature dans la journée même et 3 jours après, on a imprimé. Parce qu'on était à 10 jours de la livraison du bâtiment. Il y a eu une mésentente en fait entre l'architecte et le client là-dessus. Et sûrement la boîte de signalétique. Ça peut arriver ça, hein. Je pense que c'est un coup de bol énorme qu'on a eu, on va pas se le cacher. Je pense. Mais vous, les budgets sont calés super longtemps en avance. C'est-à-dire que rajouter 15 000 balles sur un budget comme ça global, c'est énorme. C'est énorme, c'est souvent parce qu'on n'a pas le choix. Mais effectivement, les budgets sont calés dès les phases études. Ouais. Pour parler de mon expérience, peut-être que l'impression murale, moi je l'ai vu tout de suite sur de la signalétique. Pour avoir fait des collèges, la signalétique, c'est souvent un poste qui est donné au menuisier. Oui, il va faire des plaques qui vont aller sur ses portes. C'est pas toujours, on va dire, un rendu exceptionnel. Parce que justement, on vient mettre une plaque, c'est un patch, on vient mettre Exactement. en plus. Et effectivement, peut-être qu'avec l'impression murale, on peut avoir une liberté artistique qu'on ne pourrait pas avoir avec ces plaques. On pourrait faire des choses un peu plus en accord avec l'idée qu'on pourrait avoir. Si toi, demain, tu avais une imprimante, comment tu te placerais justement pour avoir ce genre de contrat avec l'archi, avec le maître d'œuvre, avec l'ébéniste, menuisier, pardon? Quelle serait la meilleure technique d'après toi pour bien se placer là-dessus? Qui est en fait le décideur sur ce genre de projet? Alors, effectivement, ce serait peut-être pas l'archi. Parce que sur du marché public, on ne peut pas choisir, nous, les entreprises, ni ceux qui vont réaliser, mais par contre, peut-être s'adosser à un menuisier, parce que généralement, c'est le menuisier qui a la signalétique. Exactement. Ou un peintre, et remporter le marché. Et là, on arrive, les amis, dans la sous-traitance. J'en parle, mais tous les jours, et je le dis dans tous les podcasts, être sous-traitant, c'est pas une insulte. C'est sûrement la solution pour vous pour faire exploser le business. C'est-à-dire que le menuisier, le peintre ou autres vont avoir du volume d'affaires et du coup, va être force de proposition en disant oui, moi j'ai une machine. Il n'a pas la machine. Il va venir sous-traiter avec vous et vous amener ce volume. Vraiment, mais mettez-vous ça vraiment bien en tête. Il n'y a rien de plus important pour faire exploser son business que la sous-traitance. Après, rien ne vous empêche d'aller chercher vous-même certains contrats. En plus, la sous-traitance, en général, on en parlait dans un autre podcast, les commissions sont entre 10, 15, 20% pour les plus gourmands. On a fait une interview avec un courtier en travaux qui nous disait qu'il prenait entre 12 et 15%. Franchement, c'est pas gourmand. Si tu ramènes du volume d'affaires comme il faut, tu sais que voilà, tu as les 15% que tu les mets dans ta com annuelle, tu les passes à ton apporteur d'affaires et t'es tranquille là-dessus. C'est hyper important en fait d'avoir un carnet d'adresses des entreprises sur lesquelles on peut compter. Je parle pour moi, architecte, quand je suis en marché privé, effectivement, avoir des entreprises sur lesquelles je peux compter, qui peuvent m'apporter des solutions, c'est tout bénef. Comment aujourd'hui un archi qui se lance ou même qui est déjà sur le marché peut se démarquer? Alors l'avantage de l'impression murale ou de l'imprimante murale, c'est que le marché n'est pas du tout saturé. On est en plein développement, c'est le début du marché. Toi, c'est un peu plus compliqué, il y a plus de monde. Comment tu peux te démarquer toi sur un tel marché? C'est une bonne question, c'est assez compliqué. Effectivement, on est beaucoup, peut-être par les prestations qu'on peut apporter, même si on a tous une sensibilité en tant qu'architecte, parce qu'il y a un aspect très technique de la profession, mais il y a un aspect aussi qui peut être artistique, une vision de l'espace, peut-être l'attention qu'on porte à nos clients. Bien sûr. Ça peut être quelque chose... L'humain avant tout. Ouais, mais c'est clair, mais ça joue beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Et le réseau, vraiment. Sachant que nous, en tant qu'architecte, on est une profession réglementée et on n'a pas le droit de faire de publicité. Ah ouais? Non. Donc là, on n'a pas le droit de donner le nom de ton cabinet, non. Quoi que ce soit. Donc le Red Dot Archie Paper n'existe pas. Non. C'est pas le nom de sa boîte. Je voulais qu'il le mette, mais il veut pas en entendre. Mettez en commentaire d'ailleurs si vous trouvez que Red Dot Archie Paper est un très très bon nom d'un cabinet d'architecture. C'est pas le nom. Cherchez-le, il n'existe pas. Qu'est-ce qui te semble pour toi être l'avenir de la déco? C'est-à-dire aujourd'hui en système de déco, il y a plein de choses. Il y a du vinyle, du papier peint, l'imprimante murale certes. Est-ce que tu crois que dans les années à venir, on va encore sortir des technologies hallucinantes, même pour construire une maison? Tu as même des imprimantes 3D qui construisent des maisons aujourd'hui. Je sais pas si tu l'as vu sur les réseaux, cette machine. C'est hallucinant. J'ai jamais vu de maison comme ça, mais effectivement, je l'ai vu se construire. Il paraît qu'en isolation, c'est une tuerie. Apparemment. Tu crois pas?
Non, Vas-y, pourquoi tu crois pas? je sais pas. Un petit doute, je sais pas du tout. En gros, tu sors une maison de 120 mètres carrés en 3-4 heures. C'est quand même hallucinant, quoi. Question que j'allais oublier, l'IA et l'architecture. On a eu le débat vendredi soir ensemble. Ouais. T'es pas le plus avancé? Non, pas du tout. Est-ce que c'est tabou l'IA dans l'architecture? Non, en tout cas, j'en ai jamais trop parlé jusqu'à maintenant. Effectivement, on voit des choses se développer. Il y a quand même quelque chose qui manque dans l'IA, c'est que ça manque de sensibilité. Parce que l'architecture, c'est pas juste penser au bâtiment, c'est pas juste penser à des espaces, parce qu'effectivement, ça le ferait très bien, ou à les dessiner bêtement. Il y a, comme je l'ai dit, donc un côté artistique sur le bâtiment, sur la forme, sur comment il peut répondre à son environnement. Là, je viens taper un peu plus sur l'urbanisme, mais quand on construit, au final, on crée aussi la ville, et le bâtiment qu'on fait peut pas être juste généré ex nihilo, et faut prendre en compte aussi tout ce qu'il y a autour. C'est même une part très importante de ce qu'on fait, et ça, l'IA, je suis pas sûr qu'elle pourra... Enfin, beaucoup prompter, en tout cas. Voilà. En tout cas, sachez par contre que l'IA dans l'impression murale, pour vous qui voulez vous lancer dans ce domaine-là, c'est parti, ça fait partie 100% de notre métier, parce que vous pouvez développer énormément de design. Attention par contre à la taille et résolution. Plus difficile de sortir une image de 4 mètres de haut en IA en très haute résolution, et des impressions basiques à entre, je sais pas, 1m80 et 2m50 en IA. Aujourd'hui, avec tous les logiciels de dispo, il y a Midjourney qui est une vraie tuerie là-dessus. C'est pas un problème du tout, et justement, on vous accompagne aussi là-dessus, on vous montre comment ça fonctionne et comment l'IA peut faire partie de votre quotidien là-dessus. Mais bon, le plus important dans votre quotidien, ce sont les apporteurs d'affaires, on le répète non-stop. Merci beaucoup, Jérôme, d'être venu dans le podcast. Merci à toi. Tu penses prendre une imprimante, toi, perso ou... Non, malheureusement... pourquoi on l'a invité celui-là? Bon, merci à tous. En tout cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne vraiment pour aller chercher YouTube. Je parle de YouTube pour aller chercher tout le contenu vraiment plus long. On prend le temps de discuter sur YouTube. Après, sur tous les autres réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram et les autres, c'est plus rapide. Ça envoie, on vous montre des avant, après et des résultats directs d'impression murale. À bientôt pour un prochain podcast. Je crois que le prochain invité, ça sera le réseau Initiative, où on parlera justement comment monter un dossier auprès d'Initiative pour devenir lauréat Initiative, avoir des prêts d'honneur et des facilités bancaires. On en reparle bientôt. Merci beaucoup. Merci. Ciao. À bientôt. À bientôt. Ciao.